Bonjour. Euh, le lien entre migration de retour, réinsertion, développement, rôle des institutions locales, nationales et internationales a toujours fait l'objet d'un débat très vif entre scientifiques et puis également entre praticiens. Donc, si vous voulez, en fait, ce sont des problématiques qui sont loin d'être nouvelles. Elles ont déjà été abordées depuis, je dirais, les années 60, au moins, les années 60 jusqu'à nos jours. Et ce que l'on pourrait dire en synthèse, naturellement, c'est que, en général, les approches s'accordent à dire que les modes de réinsertion des migrants sont déterminés par trois éléments fondamentaux. Le contexte dans le pays d'origine, bien évidemment, on s'y attend, la durée et la nature de l'expérience migratoire, les facteurs ou conditions, qu'elles soient favorables ou non, dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine qui ont motivé le retour. Autrement dit, les conditions pré- et post-retour. Donc, en fait, il s'agit d'une nébuleuse, on va l'appeler comme ça, qui intervient et qui, d'une certaine manière, détermine en fait les motivations d'un migrant à rentrer au pays ou pas. Il existe toutefois une condition à la fois élémentaire et à mon sens beaucoup trop négligée, encore aujourd'hui d'ailleurs, que l'on retrouve chez tous les migrants rentrant au pays. Et quel que soit leur lieu d'origine, quelle que soit leur extraction sociale, les motifs de retour, également les perspectives, les compétences, le statut professionnel et même la nationalité, qu'il soit d'un pays occidental ou d'un pays africain ou d'un autre continent encore. Donc il existe une autre condition et cette autre condition est relative à ce que l'on pourrait appeler la notion de return preparedness. Alors, de quoi s'agit-il et pourquoi est-ce que je ne parle pas de préparation au retour? Tout simplement parce que cela implique quelque chose d'autre que la préparation au retour. Lorsque j'évoque dans mes écrits la notion de return preparedness, c'est parce que j'inclus là-dedans deux composantes fondamentales. La première est en fait, la première composante est celle qui a trait en fait à la décision individuelle d'un individu de rentrer au pays. Donc cette première composante, elle fait naturellement référence au fait de décider ou de choisir de son propre chef, sans contrainte aucune, de rentrer au pays. Bien sûr, il s'agit d'une décision subjective. Il ne s'agit pas de savoir si elle est juste ou infondée. Ce qui importe avant tout, c'est que le migrant décide de son propre chef de rentrer au pays. Ça, c'est la première composante de la notion de return preparedness. Il en existe une autre. La deuxième composante a trait en fait à la disposition au retour. Et qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique en fait dans quelle mesure les migrants ont été à même de mobiliser les ressources nécessaires avant le retour, qu'il soit temporaire ou permanent. Chose importante, en effet, le retour n'est pas forcément permanent, il peut être également temporaire, puisqu'il fait partie, disons, d'un cycle migratoire. Alors, cette notion permet en fait d'analyser les multiples ressources mobilisées par les migrants et elle met également l'accent sur la nécessité de considérer le retour comme un processus en transformation, donc qui demande du temps. Dans mes travaux précédents, j'ai en fait pu identifier trois degrés de return preparedness. Le premier degré fait référence à des migrants de retour dont le degré est optimal. Ce sont des personnes qui ont décidé de leur propre chef et sans pression aucune de rentrer au pays. Ce sont surtout des personnes qui ont eu le temps d'évaluer, disons, les coûts et les bénéfices liés à la décision de rentrer au pays. Donc, ils ont eu le temps de projeter, de mobiliser les ressources adéquates à leur réinsertion au pays. Et ils ont donc un degré de return preparedness qui est relativement élevé, puisqu'il leur permet également de réintégrer le pays d'origine en bénéficiant non seulement de ressources tangibles, à savoir l'épargne qu'ils ont pu rassembler, mais également de ressources intangibles en termes de réseau, de connaissances leur permettant donc de se réinsérer au pays. Le deuxième degré de return preparedness est en revanche un degré faible. Alors de quoi s'agit-il? Là aussi, bien sûr, il existe des personnes qui ont décidé de leur propre chef de rentrer au pays,
Mais cette décision de rentrer au pays a été prise en raison de facteurs, je dirais, défavorables. Par exemple, je vous donne un exemple concret, une personne, en fait, un migrant vit à l'étranger, il, il décide de rentrer pour une simple raison, son père est décédé, il ne peut pas laisser donc sa mère ou sa famille seule sans ressources, et ce dernier en fait décide certes de rentrer, mais en raison de facteurs défavorables d'une certaine manière. Donc là, un cas de figure intéressant, puisque la personne, certes, a décidé de rentrer en raison, en fait, de facteurs défavorables qui ont nécessairement un impact sur les ressources que cette personne aura eu le temps de mobiliser avant de rentrer. Donc tout cela est important et tout cela doit être considéré de manière à bien comprendre que cette expérience migratoire interrompue par un facteur défavorable aura nécessairement un impact sur les modes de réinsertion de cette personne. Certes, elle pourra s'en sortir pour une certaine période, mais il est vrai qu'elle sera exposée quand même à des difficultés majeures par rapport à une personne dont le degré de return preparedness est optimal. Alors, ce sont des cas de figure que l'on très concrets, hein, tout cela n'a rien de théorique. Lorsque l'on fait des enquêtes de terrain, on rencontre des personnes qui, certes, vous disent j'ai décidé de rentrer, mais cela s'est fait en raison de facteurs défavorables. J'aurais bien voulu rester beaucoup plus longtemps à l'étranger, mais je n'ai pas pu. Il existe un troisième degré, c'est un degré de return preparedness qui est absolument inexistant, qui est nul, tout simplement. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des personnes dont l'expérience migratoire vécue à l'étranger a été brutalement interrompue par des facteurs très défavorables. Alors, je vous donne un exemple. Le contrat de travail n'a pas été renouvelé. La personne ne s'y attendait pas. En raison d'une crise économique, l'employeur décide de ne plus renouveler le contrat de travail. Cette personne ne peut plus rester à l'étranger, elle doit rentrer. Ou alors, une personne qui, à l'origine, est arrivée de manière régulière dans un pays étranger, et elle se retrouve dans l'irrégularité et la voici donc sujette à un ordre d'expulsion. La personne doit donc quitter le pays impérativement, sinon elle risque d'avoir des problèmes d'ordre administratif ou policier dans le pays d'immigration. Donc ce sont des facteurs très défavorables. La personne n'a absolument pas décidé de son propre chef de rentrer au pays, ça c'est très important. Elle n'a même pas eu l'opportunité, je dirais même, de rassembler les ressources nécessaires à sa réinsertion, et on se retrouve avec une personne qui, disons, représentera un coût social et économique pour le pays d'origine lorsqu'elle rentrera au pays. J'inclus là-dedans également, même s'il faut être prudent, naturellement, des personnes qui sont sujettes à la réadmission. Même si je tiens à le souligner, dans mes écrits, il y a une grande différence entre le retour, comme une étape du cycle migratoire, et la réadmission ou l'expulsion. Ce sont deux choses totalement différentes et qu'il ne faut en aucun cas confondre. La réadmission et le retour n'ont, à mon sens, rien à voir, même si la rhétorique officielle tend en fait à les confondre. Je le répète, le retour est une étape dans le cycle migratoire et la réadmission est une décision administrative concernant une personne. C'est une décision coercitive et qui enjoint en fait une personne à quitter un territoire national. Donc certes, ces trois degrés que je viens juste d'évoquer, le degré optimal, le degré faible et le degré non existant ou nul, permettent de manière synthétique disons, de refléter une multitude de situations diverses auxquelles sont confrontés en fait les migrants de retour. Leur identification, elle sert précisément à souligner qu'au-delà de l'hétérogénéité qui caractérise les expériences des migrants de retour et leur profil, il existe une importance cruciale que l'on doit accorder à la décision autonome et individuelle de rentrer au pays, ainsi qu'à la disposition au retour, comme je l'ai évoqué précédemment. Voilà. J'espère que cela vous intéressera et à très bientôt.